Salut la tribu, ici Damien et Manon pour Spread the World. Nous sommes partis pour une aventure à travers l'Europe à bord de notre caravane Pégase qui nous donne des ailes. L'objectif ? Voyager de projet alternatif en projet alternatif afin d'apprendre un maximum de choses sur l'accès à l'autonomie. Nous souhaitons revenir à un mode de vie simple, cohérent et libre. Pour cela, nous allons donc rencontrer du monde et voir du pays, mais aussi apprendre à bâtir, à cultiver et bien entendu à prendre le temps. Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Manon et Damien de Spread the World. C'est le premier podcast. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir répondre à certaines de vos questions et on va faire un petit point sur l'aventure jusqu'à maintenant. Ça fait 2 semaines qu'on est parti. On enregistre depuis la caravane, depuis Pégase. Et puis bah voilà, on va commencer à parler doucement de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si vous entendez des petits bruits genre des poules, bah c'est normal. On est garé en fait dans une cour entre deux granges et on a vu sur les poules. On va doucement commencer. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions sur l'adresse mail, sur les réseaux sociaux, etc. Donc merci de votre intérêt. On les a regroupés un petit peu par thématique parce qu'il y en a toute une série qui se ressemblent plus ou moins, qui sont connectées. C'est les questions qui concernent notre itinéraire. Donc on peut commencer par les premières Ouais. qui sont à l'écran. Donc une question de Estelle et de Morgane aussi, puisque c'est quasiment la même question qui est « Où êtes-vous pour commencer ?» Alors Damien, oui. Où sommes-nous pour commencer, en sachant que le commencement d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'il y a une semaine. Voilà. Et voilà. Donc on est parti il y a 2 semaines exactement. On a commencé, on a fait des petites étapes grâce à une application qui nous indique où est-ce qu'on peut se garer avec un camping-car ou une caravane chaque soir. Et c'est dans toute l'Europe, c'est même dans le monde entier. Ouais. Et ce qui est bien sur cette application, c'est c'est indiqué s'il y a de l'eau, s'il y a de l'électricité gratuite, s'il y a de l'électricité payante, les prix, tout ça. Donc on regarde par rapport à ça et... Plus, si je puis me permettre oui. de rajouter, les commentaires des gens qui Oui. sont passés par ces endroits-là, qui sont assez importants par rapport à la configuration du terrain, la fréquentation, l'état aussi des bornes électriques ou avec de l'eau, parce qu'il y en a qui fonctionnent plus et qui sont pas réparées. Enfin, tout ce genre de choses-là. Pardon. Voilà. Le premier soir, on s'est arrêté à Noir-Étable. Donc à chaque fois c'est des noms de bled, hein, forcément, parce que c'est des trucs un peu paumés, c'est pas... Alors Noir-Étable c'est à côté de Saint-Étienne, à quelques kilomètres de Saint-Étienne, mais ce sera jamais des grosses villes dans lesquelles on va s'arrêter pour poser Pégase, ça c'est sûr. Déjà parce que c'est nul, on cherche pas forcément à être dans une grande ville, on cherche à être au calme, et pour pouvoir mieux reprendre la route le lendemain. Donc ça c'était le premier arrêt. Deuxième arrêt, où on est resté quelques jours, Saint-Dié d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, pas loin de Clermont-Ferrand, où on a rencontré d'autres personnes qui vivaient en camping-car. Puis on a continué, où on s'est arrêté à la Courtine, et là on a eu froid, dans la Creuse, puis à Savignac-Lédrier, et là on était trop bien. Et ça c'était dans la Dordogne. Maintenant on est en Gironde, donc on va doucement vers l'ouest. Alors à chaque fois qu'on s'est arrêté, la plupart des fois où on s'est arrêté, c'était donc sur des zones qui nous acceptaient de manière gratuite, en nous faisant bénéficier justement d'eau et d'électricité. Donc ça, c'est certaines municipalités qui le mettent en place dans des petites communes, hein, tout simplement pour attirer un petit peu de tourisme. Donc souvent à côté de ces emplacements-là, qui peuvent ressembler parfois à des parkings ou à des choses plus verdoyantes, il y a un petit panneau avec indiqué les pharmacies, les commerces les plus proches, etc. Donc nous, à chaque fois qu'on s'y est installé, on a pris connaissance du panneau, on a pu ensuite aller faire des randonnées, 2-3 courses dans les commerces environnants.
Dès qu'il faisait beau, on allait dehors pour voir un petit peu la place du village. Et puis la nature environnante, hein, parce qu'on était entouré de nature. Ces endroits-là sont intéressants aussi par rapport à la ville, parce qu'en ayant discuté justement avec d'autres camping-caristes, on est plus en sécurité à dormir dans des villages où il n'y a personne qu'en pleine ville, même s'il y a beaucoup de caméras, beaucoup de lampadaires, etc. On est moins en sécurité en ville, plus sujet à se faire vandaliser, ou même sans vandaliser, mais déranger, ou voilà, qu'en étant à la campagne. Donc c'est vrai qu'on a été bien tranquille. Bien souvent on n'entendait pas la route, Rien. on entendait beaucoup de chouettes Ouais. la nuit, ou de hiboux, je ne sais pas faire la différence entre les deux, de coqs, voilà. Le dernier spot, c'était les tracteurs qui nous réveillaient le matin, donc c'était clairement pas une nuisance sonore terrible. Donc ça, c'était vraiment chouette. On en a profité également au dernier arrêt, donc à Sévignac-le-Drier. On était à 50 minutes des grottes de Lascaux. Donc on est allé visiter le site de Lascaux 4, qui est extraordinaire. Mais voilà, avec un guide qui a fait un Passionné. gros boulot pour déconstruire beaucoup d'idées préconçues concernant les peintures et la préhistoire. Donc c'était très très intéressant. On est dans notre première éco-communauté, dans notre, voilà, on est en train de faire notre volontariat dans notre premier projet alternatif, on va dire, qui a multiples noms, un petit peu comme un dragon à plein de têtes. Donc Sharon Stone, les champis de l'entre-deux-mers, etc. Mais on y reviendra plus tard. Mais voilà, donc là on est posé depuis une semaine et on reste encore une semaine ici. Deuxième question. Est-ce que... Alors c'est Maëlie. Bonjour Maëlie. Bonjour Maëlie. Qui pose la question, est-ce qu'on va passer par l'Italie? Alors, l'Italie, oui, c'est dans le projet, puisqu'on va faire le tour de l'Europe. Donc on pense descendre, essaye de visualiser Maëlie. On descend jusque du côté de l'Espagne. L'Espagne, donc du côté de l'océan Atlantique, là où tu vas voir le Portugal aussi. Donc le nord de l'Espagne, en haut de l'Espagne, le Portugal, on descend tout en bas, on suit la courbe du sud de l'Espagne, on remonte par le sud de la France, donc on passera vous faire un petit coucou à Nice, très certainement, et ensuite on va passer par l'Italie, effectivement. Tout ça, on pense le faire pendant qu'il fait encore froid, parce que quand on est dans le sud, eh bien, il fait plus chaud, et que dans la caravane, c'est pas la panacée. Voilà. Niveau isolation. Donc l'hiver au sud, au chaud, et pour l'été, ensuite on verra dans le nord. Donc l'Italie, c'est bien prévu. Question d'Ohana qui demande si on passe par la Roumanie. Oui. Alors ça, je pense qu'on n'en a pas encore discuté. Oui. On a eu, moi de mon côté, j'ai eu plein de potes, dont Capitaine, et qui me disaient qu'une de ses plus grosses surprises, c'était la Roumanie. Donc pour les paysages et tout ça, mais nous, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Alors bien sûr, ça fait partie de l'aventure, et tant mieux pour nous si parfois on se retrouve en face de la beauté de la nature et des paysages. On verra si on arrive à trouver des éco-communautés en Roumanie. Je suis sûr qu'il y en a. Oui, certainement. Et puis on verra aussi l'état des routes. Oui. Mais normalement, ça devrait... On nous a effectivement parlé un petit peu de... Bon, l'Europe de l'Est, c'est sur notre... de manière générale, c'est sur notre itinéraire. On nous a quand même dit, et puis on a pu lire, que de voyager en camping-car, caravane, etc., en Europe de l'Est, ça pouvait être plus compliqué. Pour ce qui est de l'état des routes, des endroits où stationner, il me semble qu'il y avait aussi quelque chose avec soit le gaz, soit le diesel. C'était voilà, l'accès au diesel qui pouvait être compliqué. Donc ça rentrera clairement en compte dans le calcul du temps qu'on passera de ce côté-là de l'Europe.
Après, si tu as des plans, Wana, en Roumanie, parce qu'elle est originaire de là-bas, D'accord. tu nous les envoies avec grand plaisir, hein, que ce soit la famille, les amis, voilà. On est toujours content de pouvoir aider. Et si c'est pas des éco-communautés en tant que telles, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait une démarche de recherche d'autonomie et d'autosuffisance, en fait, dans le Ouais. projet. Ça peut être une famille, une personne seule, peu importe. Question suivante. Est-ce que notre itinéraire est déjà terminé? Donc là, pour Par revenir. Sophie. Ouais, Sophie. Non. Oui. On sait pas. On a un ordre d'idées. On va dire qu'on a un ordre d'idées. C'est là où le vent nous porte. Mais c'est clair qu'on va sûrement pas se retrouver en Russie ou enfin trop loin ou enfin voilà, ça dépend de la voiture, ça dépend de la caravane, ça dépend de l'accès à tout ce dont on a besoin, parce qu'on a quand même des besoins assez simples, mais on a quand même certains besoins. Euh, donc il n'y a pas d'itinéraire avec une heure, une date, un jour particulier, voilà. Donc on y va tranquille, et puis voilà, pour le sud de l'Europe en hiver et le nord de l'Europe en été, tout simplement. Oui, voilà, Ouais. en théorie, donc on est censé remonter, se mettre au frais dans les pays scandinaves pour cet été. En ce qui concerne justement l'histoire d'organisation, je voulais revenir là-dessus parce que on prévoit pas trop, mais on regarde quand même d'une semaine à l'autre. On a vraiment un grand besoin de flexibilité parce qu'on s'adapte en fait aux personnes qui vont pouvoir nous accueillir aussi, qui eux-mêmes peuvent avoir des contretemps. Et là, par exemple, on est en train de chercher notre prochain spot. Le problème, c'est que comme on le cherche d'une semaine pour dans une autre semaine, bah, les délais sont un petit peu courts parfois, parce que eux, ils vont avoir ils ont déjà des volontaires, des gens qui aident, ou alors ils n'ont pas de besoin à cette période-là de l'année. Donc, ça nous pousse à revoir notre itinéraire, à aller plus vite quelque part ou plus doucement. Voilà, ça demande d'être très flexible. Il y a Mathilde qui demande si il y a des lieux et des personnes identifiées pour nos destinations. On a un petit peu regardé donc pour la France et pour l'Espagne pour l'instant. C'est Mm. vrai que le reste de l'Europe, parce qu'on Pas commence encore. par la France et par l'Espagne. Donc pour ce faire, on est allé par plusieurs réseaux, on va dire. Ouais. Pour la France, on est passé par la carte interactive qui a été mise en ligne par l'association Hameau Léger, qui est une chouette association par ailleurs. On pourra revenir dessus si ça intéresse certaines personnes. Donc sur cette carte-là, on trouve justement des éco-communautés en construction, déjà installées, des projets, des lieux ressources. Voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé d'ailleurs le lieu où on se trouve actuellement. Malheureusement, cette carte n'est valable qu'en France. Donc pour le reste, pour l'Espagne, on est passé par d'autres sites et aussi par les sites que certains connaissent déjà, de Helpex, qui est une alternative au woofing, Volunteer Base, bon ça passe un peu à la trappe. Voilà, on regarde un petit peu de partout. Il y avait d'autres choses par lesquelles on était passé, mais voilà. Donc on identifie plus ou moins des projets qui nous intéressent et ensuite quand on va pas tarder à arriver, on les contacte et on voit avec eux s'ils sont ok ou pas. Ouais. Question de Camille Chalec. Alors, est-ce que on n'a pas trop froid dans Pégase? Qui va avec la question de ma chère maman. Avez-vous toujours froid? Voilà. Donc, parce que j'ai eu ma mère au téléphone entre temps. Donc, Alors, non, oui, ça dépend. Voilà. Sans électricité, donc sans pouvoir se brancher sur des bornes publiques, ça allait être compliqué. C'est faisable, mais c'est pas des nuits super confortables. Mais on n'a pas trop. Ouais, c'est surtout pour moi, parce que je suis très sensible de la nuit. Mais on a une bouillotte quand même. Et 2 couettes. Ouais, merci papa pour la bouillotte. Et 2 plaids. Et 16 coussins. Et puis on se tient chaud l'un l'autre aussi, donc ça c'est bien. Alors, on l'a fait le test plusieurs fois, 2 fois je crois déjà, sans chauffage. Ça dépend des régions aussi. Donc le pire, ce n'est pas le froid, pour la majorité du problème. Le pire, c'est l'humidité. On se réveille, tout est
trempée, tout simplement. Quand la couette est trempée, ça commence à devenir compliqué. Et surtout que pendant la nuit, on respire, on dégage de la buée et de la transpiration. Et en fait, on se retrouve avec des gouttes de ces mêmes fluides sur les encadrures de porte, sur les fenêtres, sur la peinture tout simplement. Voilà. Donc après, il faut tout nettoyer le matin. Enfin, il fait humide quoi. Donc c'est mauvais quand même au bout d'un moment pour notre santé et puis pour la santé de Pégase. Oui, voilà, avec les risques que ça implique de développement de moisissures, que les joints s'abîment. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vrai, comme il disait Damien, c'est pas tant de vivre avec le froid, puisque là on met une couche supplémentaire et ça va bien. C'est plutôt le fait d'essayer de garder la caravane le plus saine possible. Tant pour les vêtements que la nourriture, que ces murs. On a beaucoup entendu et vu de personnes qui avaient eu des soucis d'humidité, de fuite d'eau, etc. dans leur caravane ou camping-car. Souvent, ce qui est ressorti, c'est qu'à partir du moment où il y a un mur qui est abîmé, on a beau changer les murs, etc., c'est foutu en fait. C'est comme un peu une maladie qui se développe. Voilà. L'autre souci, c'est avec les fenêtres. Parce que les fenêtres, elles ont toutes des formats qui sont très différents. Ça coûte clairement plusieurs reins. Je pense qu'il faudrait qu'on vole des enfants, qu'on leur retire les reins pour pouvoir changer ne serait-ce qu'une fenêtre. Donc voilà, il faut qu'on prenne soin de nos joints, qu'on fasse attention au choc des températures, pas que ça pète. Et donc c'est surtout pour ça qu'on a besoin de brancher Pégase. Ça c'est quelque chose, je rebondis là-dessus, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant et important, c'est qu'on apprend dans la démarche de cette aventure, on apprend aussi à prendre soin de notre maison et de faire très très attention à tout le temps. Que ce soit quand on est à l'arrêt et qu'on vit dedans pendant quelques jours, que ce soit quand on est sur la route et en fait l'entretien constant de notre maison, parce qu'on n'a que ça en fait. Donc c'est ça aussi qui est bien dans cette aventure, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Quand on arrive dans un appartement à louer ou dans une maison qui est déjà toute faite, on ne sait pas forcément comment réparer quoi que ce soit s'il y a un problème. Alors que là, nous déjà, on l'a retapé au niveau décoration et au niveau technique. Et en fait, ça nous a appris à la maîtriser, on va dire. On maîtrise. S'il y a un moindre souci, on sait comment le changer, comment trouver des solutions. On se sent pleinement investi en fait dans notre lieu de vie. Voilà. Et quand on prend soin d'un véhicule, il prend soin de nous. On prend soin d'un foyer, il prend soin de nous, en général. Voilà. C'est beau, c'est beau. Je voulais juste revenir sur la neige quand même. Oui. Parce que toujours concernant le froid, quand nous sommes arrivés à la Courtine, donc dans la Creuse, on avait utilisé cette fameuse application qui nous disait qu'il y avait une borne électrique. Sauf que quand on est arrivé, il n'y avait que 2 prises sur la borne et il y avait 2 camping-cars qui étaient déjà branchés. Donc on s'est dit, c'est pas bien grave, on passe la nuit sur place, on mettra les couettes et puis on aura froid une nuit et puis voilà. Sauf que le lendemain matin, on avait de la neige partout dans la caravane. Mais partout, tout autour des fenêtres, des vitres. Donc il a fallu tout gratter, littéralement gratter. C'est là que j'ai vraiment eu peur d'ailleurs pour nos vitres, pour le choc thermique. Mais voilà, donc c'était le petit truc qui nous a fait se dire, là clairement il faut pas trop jouer aux idiots et chercher absolument à se brancher. Question de Mathilde et de Célia concernant l'argent. Comment est-ce qu'on gère l'argent et comment est-ce qu'on finance le projet, tout simplement. Alors juste pour rappeler un peu le projet et le but de ce voyage et de cette aventure, c'est qu'on veut s'éloigner de plus en plus de l'argent et du système, et de se rapprocher de plus en plus de l'autonomie, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas forcément à 100%. C'est quelque chose de très dur. Sacrée question, puisque c'est l'argent qui guide ce monde, malheureusement, et c'est l'argent qui empêche la question de l'argent qui empêche beaucoup de personnes de faire ce qu'ils ont envie de faire.
Donc concrètement, nous, sur ce projet-là, on n'a pas de rentrée d'argent, donc on n'aura que des dépenses sur cette année. Alors peut-être ça va durer 1 an, peut-être plus ou peut-être moins, ça sera aussi en fonction justement de comment vont les économies. On était parti du principe que comme on allait tracter une caravane qui pèse pas mal, qui va faire augmenter notre consommation d'essence et qu'en plus on va faire le tour de l'Europe, qu'on ferait du covoiturage. Chose qu'on a faite lorsqu'on est parti de Haute-Savoie jusqu'à Noir-Étable. Malheureusement, ensuite, quand on a posté les trajets sur l'application que tout le monde connaît, on n'a pas eu de retour. Peut-être parce qu'on le faisait un petit peu trop tard. Encore une fois, comme on est flexible et qu'on décide les choses pas au jour même, mais voilà. Ou peut-être parce que on était en Creuse et en Corrèze. C'est des endroits qui sont clairement pas très fréquentés, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc peu de demandes sur ces trajets-là. Ouais. Donc pour l'instant, voilà, c'était censé être notre seule rentrée d'argent, si je me trompe pas. Oui. On verra pour la suite, hein, pour le reste des trajets. Célia, elle, sa question, elle concernait plutôt, donc elle disait qu'elle savait qu'on avait des économies, elle voulait savoir comment on gérait notre temps et comment on se nourrissait concrètement. Est-ce qu'on comptait faire du volontariat type woofing? Oui, c'est ce qu'on fait actuellement. On n'est pas inscrit sur ce site-là du woofing, on est inscrit sur d'autres sites. LPEX, Volunteer Base, voilà, on est aussi sur le couchsurfing. Voilà, on explique peut-être un petit peu le principe du volontariat, woofing. Alors le woofing, le principe c'est d'aller donner un coup de main, tout simplement. On va pas utiliser le mot travailler. Donner un coup de main dans des fermes d'agriculture biologique. À la base, c'est ça. Maintenant, le principe s'est étendu à tous les domaines. Ça peut être pour la garde d'enfants, pour des échanges de cours de langue, pour des travaux ménagers, des aides aux personnes âgées, handicapées. C'est vraiment sur tous les domaines. Et en gros, tu es logé chez l'habitant, nourri, donc 3 repas par jour, en échange de 4 à 5 heures de travail, d'aide, d'activité, quelle qu'elle soit. Peu importe ce que toi tu peux apporter. Donc chacun remplit un profil. Le volontaire potentiel sur le site et le host en expliquant quels sont ses besoins. Les gens rentrent en contact et collaborent, on va dire, pour une durée déterminée. Voilà. On s'est rendu compte étrangement d'ailleurs en allant sur l'un de nos sites que certaines personnes maintenant, en échange du travail, enfin de l'aide, t'invitent à aller acheter tes courses. Voilà. Donc on ne comprend plus trop le principe d'échange. Voilà. C'est plus un échange. C'est pour la petite parenthèse. Ouais. Vous qui sur Woofing demandez ce qu'on paye, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Il y a Morgane qui demande des photos de Pégase. On fera une petite vidéo, un petit post à part pour montrer la caravane. Voilà. On montrera les photos avant aussi, parce que Morgane elle est curieuse, j'imagine, parce qu'elle avait vu les photos avant de notre petite mémé. Et voilà, les photos après rénovation, relooking, tout ce qu'on veut. Ouais. Il y a Mariam qui demande comment on occupe notre temps libre maintenant qu'on n'a ni travail, enfin notre temps en général, maintenant qu'on n'a ni travail ni maison. Entre guillemets, que du temps libre, quoi. Qu'on a que du temps libre, ouais, c'est ça. Eh ben on vit, Mariam. Ouais. Alors, là, depuis cette semaine, on travaille, hein, tout dépend ce qu'on entend par travail. Donc on a un travail en échange de nourriture et d'électricité. Donc on a une activité non rémunérée, mais qui nous occupe toute notre journée finalement. Ouais. Quand on a fini ce travail-là, on fait à manger, on s'occupe de Pégase, on fait un peu de ménage, on va se laver, etc. Donc là, depuis cette semaine, on a quand même une routine, je dirais. Ouais. Sorte de routine. Mais il n'y a pas de pression. Voilà. Enfin, il n'y a pas de cette pression de courir à droite, à gauche. Déjà parce qu'on reste sur place, on est sur place. Et puis parce que c'est la confiance. Et c'est vrai que quand on nous fait confiance, on a plus envie de le faire. On a plus envie de le faire. Et puis parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Travailler la terre, en fait, on se rend compte, là c'est la terre. On a aussi travaillé sur justement leur chantier.
Et on aime faire parce qu'on apprend quelque chose tous les jours. Tous les jours, c'est différent. On ramasse des champignons, on creuse des tranchées, et voilà quoi. Pourquoi tu dis tout? Mais ça, c'est pour le teaser, pour Ah, la prochaine fois. il Bref, est malin, hein. et oui. Oh là là, Mais quand on est sur la route et c'est génial. qu'on attend, alors ben, on observe beaucoup. On observe, on lit, on joue, On on, se on promène. se On promène s'est énormément. promené 3-4 heures par jour pendant plusieurs jours à ramasser des orties, des châtaignes, des feuilles. Moi, j'ai recommencé à récolter les feuilles qu'il y avait par terre pour les coller dans un cahier pour reconnaître les feuilles des arbres, enfin pour me rappeler celles que je connaissais. Damien m'avait aussi offert un guide des champignons pour mon anniversaire, donc on n'a pas goûté tous les champignons sur lesquels on est tombé, évidemment. Pour l'instant, on se contente d'observer ce qu'on ne connaît pas. Mais voilà, on a vu des champignons qu'on n'aurait jamais vus avant et des trucs de l'espace, franchement. Ouais. Et du coup, voilà, donc on apprend en fait sur notre environnement et le temps surtout passe plus doucement. C'est un petit peu, je vais le comparer avec une période de chômage ou une période de vacances où finalement, on a le temps de faire moins de choses dans la journée parce qu'on prend plus le temps de les faire, parce que le temps ralentit. Enfin, cette notion-là, elle change aussi. Et c'est vraiment cool. On dessine, on fait de l'art. Mais oui, on explore. On explore la nature, on s'explore nous-mêmes, enfin, comment on pense, comment on réagit face à l'ennui. En fait, on s'ennuie jamais. Mm. Donc voilà. On Voilà, est Mariam. soulagé. Ouais. Et après, on s'occupe de la caravane. Il y a toujours un peu de ménage à faire dans la caravane parce que vu que c'est petit, c'est vite le bordel, c'est vite sale. Surtout au mois de novembre, quand il pleut Et qu'il y a de la boue. partout. Voilà. C'est dégueulasse. On s'occupe, il faut changer l'eau. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire à chaque fois. Changer les toilettes. Changer les toilettes, voilà, Mm. toilettes sèches et tout ça. Donc ouais. Voilà. Quels sont les modèles d'habitation autonomes sans avoir à retaper tous les 20 ans? Alors pour l'instant, Alors ça, c'est une qu'est-ce qu'on a? question de Violette. Qui a des questions très intéressantes. Qui a des questions très intéressantes. Violette, comme je te disais, on reviendra sur d'autres questions plus tard parce qu'elles sont dignes de sujets de livres. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu long d'y répondre, d'autant qu'on ne sait pas tout et qu'on n'a pas encore toutes les infos. Comme tu demandais des choses spécifiques. Bref, donc est-ce qu'il y a des modèles d'habitation autonome qu'on n'a pas à retaper tous les 20 ans? Par habitation autonome, toi tu entends une habitation qui est autonome au niveau énergétique. Le modèle, il va dépendre de ta consommation et de tes besoins, clairement. Nous, on part plus dans l'idée d'un habitat qui serait réversible ou avec impact écologique extrêmement réduit. Ces habitations-là, souvent, c'est des habitations qui doivent être tapées dans le temps. Hein. Si tu penses à, par exemple, je sais pas moi, une caravane, une yourte, une terre-paille, ça demande un petit peu d'être travaillé tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les tiny house, il y a les géodomes, il y a beaucoup les carters. Donc, nous, on partait plus sur des habitations qui ont un format plus petit et mais que tu peux construire toi, que tu peux réparer toi. Donc, tu vas devoir les retaper entre guillemets, mais comme elles sont plus petites et que tu maîtrises parce que c'est toi qui l'as faite, c'est pas important. Et c'est pas grave. Tu peux même en avoir plusieurs si tu as besoin de plus d'espace. Ouais. C'est pas forcément de les retaper de A à Z, c'est de les entretenir surtout. Oui, c'est de l'entretien. Voilà, c'est de l'entretien, c'est pareil avec une maison conventionnelle. Il y a toujours du bardage à entretenir, il y a toujours, si c'est une ossature bois, il faut faire attention à plein de choses. Enfin, voilà, sauf que sur une maison, sur un habitat léger, comme on appelle, ou un habitat réversible, c'est des petits trucs un peu tous les jours et c'est moins lourd au niveau du budget, au niveau de la tâche. C'est ça. Sinon, on va te conseiller le site de cette association dont on a parlé. Donc l'association des hameaux légers qui a lancé cette année, donc en 2021, un MOOC sur les habitats réversibles. L'accès à ce MOOC est gratuit.
donc c'est pas de la pub Ouais. voilà, mal intentionnée. C'est eux, c'est ce MOOC, ce MOOC-là, on le suit. C'est grâce à leur carte interactive qu'on a pu commencer aussi nos premières expériences. Et c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur parce qu'on voit que des initiatives et des bonnes intentions, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'un MOOC? Un MOOC, c'est des modules de formation en ligne. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, un MOOC, c'est... À vérifier, Ouais. voilà, parce que je sais pas à quoi ça correspond. Oui, mais c'est, enfin, en gros, c'est ça qui est énorme maintenant. Alors, on peut critiquer toutes les technologies, les réseaux autant qu'on veut, et il y a des raisons de le faire, mais enfin, quelque chose qui est vraiment formidable maintenant, c'est qu'on puisse accéder à énormément de savoir et d'informations, tant que c'est bien fait et tant que c'est logique, sur Internet. Et c'est comme ça que nous, même avant d'avoir commencé notre voyage, on s'était renseigné sur énormément d'alternatives à un habitat, quoi. Après, l'autonomie, elle se fait... il y a plusieurs façons de faire Encore une fois, l'autonomie. ça dépend de tes besoins. Mm. Parce que si tu pars, admettons, Violette, tu changes tes toilettes pour des toilettes sèches, bah déjà ta consommation d'eau, elle est réduite Ouais. de manière notoire. Il y a des gens, il y a certaines personnes qui se lavent dans les rivières, en hiver aussi, par exemple. Donc eux, leurs besoins, enfin ils auront besoin d'avoir une maison à côté d'une rivière ou pas trop loin. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'eau courante, tu vois, dans la maison. Donc l'essentiel, c'est que tu définisses toi tes besoins, quels qu'ils soient, mais que tu les définisses, des choses sur lesquelles tu n'es pas prête pour l'instant à revenir, des choses essentielles, et seulement à partir de là, tu vas pouvoir commencer à explorer les types d'habitats qui pourraient te convenir. Dernière question, Célia, qui avait posé plein d'autres questions, mais on y répondra. Voilà, alors Célia nous demande si on va avoir un blog ou une page Facebook en plus du podcast Damien. Non. Voilà. Voilà, merci, au revoir. Non, on va pas avoir de blog, ni de page, ni de quoi que ce soit, ni d'Instagram. On n'a pas envie de se faire chier. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de... C'est beaucoup de temps. Déjà le podcast, je pense que ça va nous prendre un petit peu de... Ça va nous occuper. Voilà, pour revenir à la question de Mariam, c'est que bah, ça aussi, ça va nous occuper. La création de quelque chose, l'édition aussi. Donc un blog en plus ou une page réseaux sociaux, non. On postera nous de temps en temps sur nos Facebook respectifs. Le lien pour le podcast. Le lien pour le podcast et puis peut-être quelques photos. Ouais. À la rigueur, mais il n'y aura pas de texte de 35 lignes minimum, voilà. Avec des pubs et tout. Non, c'est... Là, et au moins là, en fait, on s'est dit aussi sur le format du podcast, c'est que tu lances ta page YouTube, tu écoutes, et puis voilà, tu peux faire autre chose à côté, tu peux le mettre sur pause, tu peux le reprendre plus tard. Si notre voix t'est suffisamment douce et agréable, bien évidemment. Voilà. Et puis pour être tout à fait honnête, on avait quand même essayé de créer une page Facebook pour Spread the World. Voilà. Le problème, c'est que on n'arrivait pas à créer une page indépendante de l'un de nos comptes. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que cette page-là dépende du compte de Damien ou du compte de Manon. On aurait voulu qu'elle existe en tant que telle. Donc on avait essayé aussi de créer un compte qui s'appelait Manon Damien pour pouvoir faire cette page-là. Mais sur Facebook, je sais pas, ça marche pas. On n'y est pas arrivé. Donc on s'est dit qu'on posterait les liens et puis les gens qui ont envie de nous écouter, ils s'abonnent à la chaîne YouTube et puis voilà quoi. Voilà. Ça marchera. Ensuite, parce que Célia n'a pas fini. Elle n'en a pas fini avec nous. Elle n'en finit jamais. Ah oui. Francix et Sobo. Vont-ils avoir un rôle? Qui sont Francix et qui est Francix et qui est Sobo et qui est Sobo? Voilà. Alors certains d'entre vous connaissent déjà l'un ou l'autre. Ils ont chacun une histoire bien particulière. Ce sont nos mascottes. Nos petits compagnons. Voilà, Sobo, donc toi tu l'as trouvé, c'est ta fille, c'est ça? Oui, c'est Sobo Manonsdottir, qui est une petite elfe fille des steppes d'Islande.
habillés en haillons, etc. C'est pas des steppes en Islande. Hein. C'est une troll, non? Ah oui, une troll. Oui, c'est beaucoup plus vilain. Ouais. Ouais. C'est la peluche la plus vilaine du monde. Et c'est pour cette raison qu'elle est adorable. Tout à fait particulière. Alors, oui, voilà, ce ne sont pas nos amis imaginaires, Voilà. ce sont des peluches. Et Francix, c'est un cadeau de Manon, qui est un singe mangeur de cacahuètes, comme moi. Comme Damien. Voilà. Pour la petite histoire, Francis est un singe nocturne dont je me suis occupé quand j'étais en Bolivie, et qui est tellement mignon que voilà, c'est resté, ça a été mon surnom à un moment. Ça a surtout été ton surnom parce qu'au début, lorsqu'on était ensemble, on ne l'avait pas dit au travail. Voilà. Et que du coup, comme on s'envoyait tout le temps des messages, j'avais enregistré Damien sous le nom de Francix dans mon téléphone. Voilà, pour la petite histoire. Ouais. Donc Francix, avec ses yeux perçants et pleins de paillettes, garde Pégase la nuit. Oui. Donc il guette à l'extérieur pour les rôdeurs éventuels qui voudraient venir nous embêter. Ça, c'est son rôle. Donc malgré sa petite taille, c'est notre garde du corps. Il est flippant. Il est vraiment flippant. Il est adorable. Mais il est mignon. Et voilà, et Sobo, elle est là. Sobo, elle fait un petit peu sa vie. Hein. Comme c'est une fille de la nature, tu sais, elle va dehors, elle ramasse des cailloux. Ce matin, elle est avec les poules en train de traîner. Elle sociabilise aussi. Je crois que ça lui plaît bien, cette petite vie. Ouais. Voilà, on vous enverra des photos de toute la famille à l'occasion, si ça vous intéresse. Voilà. Voilà pour les premières questions. On va pas faire le podcast trop long. On a eu plein de questions. On vous remercie. On répondra aux autres questions la prochaine fois. Tout en parlant du projet sur lequel on travaille en ce moment. On vous dit à bientôt. Et puis restez vous-même. Prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas à poser un commentaire si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres trucs qui vous viennent, et à partager. Donc vas-y. Je voulais rajouter que le fait que vous posiez des questions, c'est super. Et le podcast n'a pas un but moralisateur ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est vraiment, si ce qu'on fait, ça interroge, et ben qu'on puisse répondre aux questions. Notre objectif, c'est pas de parler pendant 1 heure de choses qui n'intéressent personne et que personne n'a envie d'écouter. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer encore, comme ça nous on se fait un petit cumul de tous vos trucs. On les lira toutes au fur et à mesure. Et essayez de les envoyer à l'adresse Spread the World Projects. Le lien dans la description. Gmail.com. Voilà le lien qui sera dans la description pour qu'on ait tout au même endroit. Et aussi, je voulais rajouter, j'avais demandé à Damien s'il était possible de mettre des chansons qui n'étaient pas libres de droit. Et il m'a dit que non, évidemment, c'était un peu logique, mais bon, on sait jamais. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Et que j'avais envie de partager. C'est une chanson de Vanessa Paradis qui s'appelle Silver and Gold et qui est chouette concernant l'environnement, tout ce qui se passe et tout. Et puis c'est une chanson qui date un petit peu, qui nous rappelle que les choses ne changent pas tellement finalement. Eh bien merci, à bientôt et prenez soin de vous.